Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler, analyser, débriefer ce Grand Prix MotoGP d'Allemagne et honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce qu'il fallait dire, trouver les bons mots, les bonnes anecdotes sur ce Grand Prix, car il y a eu énormément de chutes, 10 pilotes seulement à l'arrivée. Je crois que c'est la deuxième fois de l'histoire de la catégorie Rennes que ça arrive. Et puis devant, nous avons eu bien sûr le retour du chancelier, Marc Marquez en tête, mais ça on en parlera en fin de vidéo. Donc voilà, j'ai quand même des choses à dire. On va analyser tout ça bien sûr et nous allons commencer par Aprilia. Donc installez-vous confortablement et c'est parti. Allez, c'est le début de ce BRK. Nous commençons avec Aprilia et le constructeur italien a ramené toutes ces upgrades, toutes ces améliorations pour les 4 motos, que ce soit chez Trackhouse ou chez Aprilia officiel. Toutes les updates aérodynamiques ont été apportées et donc on a pu voir un Ogura ou un Fernandez en profiter. Et Marco Bezzecchi, lui, continue de performer, d'exceller dans cette catégorie MotoGP avec la Aprilia et honnêtement, c'est super agréable à voir. C'est le meilleur des autres actuellement, hors pilote Ducati, et encore que, il est très régulièrement devant certains pilotes Ducati. Marco Bezzecchi, bravo encore une fois. Alors oui, bien sûr, on peut se dire le résultat est un petit peu décevant pour Aprilia dans son global, parce qu'ils sont derniers de ce BRK. Seul Raúl Fernandez va terminer la course en 9e position, soit avant-dernier des arrivants. C'est quand même un top 10 pris par Raúl Fernandez et Trackhouse. Attention à Ogura dans les conditions compliquées. C'est compliqué justement pour le pilote japonais, on n'est absolument nulle part, 3 secondes quasiment des chronos de Marc Marquez sous la pluie. C'est terrifiant. Pour Ogura, va falloir travailler très rapidement dessus parce que dès que le circuit n'est plus totalement sec, Ogura est en perdition totale, il n'est absolument pas dans les chronos et ne possède aucune compétitivité. Donc ça, j'espère qu'il va y avoir un travail fait dessus. C'est compliqué de s'entraîner en MotoGP et qui plus est sous la pluie. Mais dans ces conditions-là, on le voit à chaque fois, le japonais est complètement dépassé par les événements. Donc ça, je garde un œil là-dessus parce que c'est quand même problématique pour un pilote qui, à chaque fois qu'il y a un peu de pluie, ne peut plus rouler car il est à des années-lumière du rythme des autres pilotes. Et devant, nous allons parler de Marco Bezzecchi. J'ai envie de faire une parenthèse sur Marco Bezzecchi, le meilleur des autres, l'un des meilleurs pilotes du moment en MotoGP avec la Aprilia qui fonctionne très bien. Et on l'a encore vu ce week-end, qu'importe le circuit et les conditions, Bezzecchi et Aprilia, le duo est excellent. Le vendredi, c'est pas mal. On est là, la FP1, la practice, on passe directement en Q2. C'est une formalité pour le pilote italien. La Q2, c'est vraiment pas mal aussi. On peut peut-être faire un petit peu mieux, mais on le sait, sur un tour, la Aprilia n'est pas la meilleure moto. C'est difficile d'extraire plus que 100% du potentiel. Et donc, c'est un peu compliqué d'aller chercher les Ducati, une KTM en forme, ou alors la Yamaha de Fabio Quartararo quand il est à son top. Mais là, les conditions étaient un peu particulières avec la pluie. Bezzecchi se débrouille merveilleusement bien. Et en plus, en course sprint, on a une magnifique 2e position maîtrisée. Alors oui, on aurait pu espérer une première place. Le rythme de Marquez en fin de sprint et cette remontada exceptionnelle ont forcément dévoré Marco Bezzecchi dans les derniers tours. Mais c'était magnifique à voir. On s'envole un petit peu. Oui, on se fait rattraper seulement par Marquez. Le rythme était là, la gestion était là. C'est dommage, mais bon, il y a un moment où il y a le 8 fois champion du monde qui vous arrive dessus, dans son jardin, sous la pluie, avec une Ducati. C'est compliqué de résister. Bravo Bezzecchi et cette petite erreur dans le virage numéro 1. Ça arrive, la piste était compliquée, un peu piégeuse. En plus, dans ce virage-là, c'était encore plus dur avec ce fameux freinage, cette petite descente en entrée de virage. Voilà, le petit piège était là. Marco Bezzecchi est malheureusement tombé dedans. Beaucoup de pilotes se sont fait avoir à cet endroit-là. Nous allons passer à KTM, mais honnêtement, Aprilia, c'est plus qu'encourageant et j'ai très hâte de voir la fin de saison d'Aprilia et de Marco Bezzecchi, après notamment la pause estivale qui va être très importante pour toutes les marques. Et c'est le moment de parler de KTM et que dire, mis à part catastrophe, chute, blessure et mauvais résultats. Ce week-end, c'était l'enfer pour la marque autrichienne. Recommençons tout depuis le début, avant même le début du week-end d'ailleurs.
Enea Bastianini, atteint de l'appendicite, ne pourra pas participer. Il a essayé quelques techniques antidouleurs, d'infiltration et ainsi de suite, mais il n'a pas pu venir sur le circuit en Allemagne. Voilà, il va falloir peut-être se faire opérer, donc on perd déjà un pilote. Le week-end n'a même pas commencé. En practice, c'est pas mal car on a Pedro Acosta qui passe avec facilité en Q2 direct et enfin, nous avons Brad Binder qui réussit un top 10 le vendredi après-midi. 2 pilotes sur 3 en Q2, mais il suffisait d'attendre le samedi matin pour que Viñales passe en Q2 suite à une Q1 parfaitement maîtrisée. Et on se retrouve avec les 3 pilotes en Q2 et c'est là que le drame absolu commence ou continue, si je puis dire. Maverick Viñales va s'envoler sur un high side monumental dans un tour de sortie, dans un tour de chauffe. Et malheureusement, c'est l'épaule qui prend fin de week-end pour Maverick Viñales. D'ailleurs, pas sûr qu'il soit là la semaine prochaine en République tchèque. Il va falloir faire attention à ça. Mais là, on perd déjà les 2 pilotes Tech 3 en 3 jours. Donc, ça fait très mal. Et la Q2 se passe plutôt bien pour les pilotes KTM, même si on peut clairement mieux faire. Mais ce n'est pas terminé. Les catastrophes continuent. En sprint, c'est Pedro Acosta qui passe pas loin du drame, pas loin de nous faire une Morbidelli dans ce virage numéro 8 sur la gauche, très rapide. Il y avait une flaque d'eau à l'intérieur du virage qu'il fallait absolument éviter. Morbidelli s'est fait piéger, Pedro Acosta s'est fait piéger, mais on a eu le droit à un sauvetage extraordinaire qui s'est transformé en session de cross. Donc honnêtement, très belle gestion de Pedro Acosta, même si encore une fois, on finit sur un résultat ultra décevant en sprint. 9e tout de même, la remontada, le dépassement sur Bagnaia, Oliveira, Ferminal de Guerre. C'était plutôt joli après cette énorme frayeur. Et malheureusement, pour Pedro Acosta, en course principale, nous partons à la faute une nouvelle fois. Dans la bataille pour la course au podium, il fallait absolument survivre aujourd'hui et Pedro Acosta ne l'a pas fait. Un très bon résultat était forcément prenable. Au moins une 4e place si on n'arrivait pas à tenir Marquez et Bagnaia. Mais malheureusement, nouvelle chute pour Pedro Acosta et c'est Brad Binder qui va venir terminer ce week-end avec une bonne course sprint, voilà, plutôt bonne dans des conditions difficiles, et une course principale très compliqué, un pneu avant qui est très vite monté en température, beaucoup de pression, très compliqué à gérer, Brad Binder qui n'avait pas forcément non plus énormément de rythme tout au long de la course. Donc voilà, c'était pas facile, mais au moins il reste sur ses roues et prend de bons points. Pas grand chose de plus à dire du côté de chez KTM, passons à Honda. Et c'est le moment de parler de Honda et je n'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner que sur le point KTM ou Aprilia car le constructeur japonais n'a pas apporté plus d'amélioration que ça. La moto est toujours compliquée à piloter, manque de tout, manque dans tous les secteurs. Et malheureusement, les pilotes, que ce soit sur le sec ou sous la pluie, ont des difficultés, même si, bien sûr, nous pouvons toujours compter sur le phénomène Johan Zarco. Alors le vendredi, c'est compliqué, ça on le sait, piste sèche, que ce soit Joan Mir, Marini ou encore Johan Zarco, car Wissam Kachantra, je vous le rappelle, s'est blessé à l'entraînement dernièrement et ne pourra donc pas participer en Allemagne ni en République tchèque. Donc c'était encore un pilote qui n'était pas là ce week-end. Mais voilà, donc le vendredi compliqué pour tous les pilotes Honda, la moto manque de performance réelle dans tous les secteurs, sur tous les points et notamment en sortie de virage, surtout sur ce virage numéro 12 ou 13, je ne sais plus exactement, mais qui est très compliqué. C'est un virage où il faut beaucoup de grip, en plus il y a de la montée, c'est plus compliqué pour la moto et dans tous les cas, la Honda ne performe pas réellement. Et on se retrouve avec un samedi matin sous la pluie et un Johan Zarco qui dans ces conditions-là excelle, que ce soit lors de la FP2, la Q1 ou la Q2 avec une stratégie magnifique dans ces deux qualifications. On part avec des médiums neufs et on fait 15 minutes sans s'arrêter. On progresse, on s'adapte à la piste et on a énormément de connaissances, d'expérience sur cette piste qui évolue un petit peu au fur et à mesure des minutes. Donc Johan Zarco est capable d'améliorer ses chronos, d'adapter son style de pilotage en fonction du temps qui passe et des conditions qui changent. Et ça, c'est exceptionnel car on sort de la Q1 avec une grande facilité et on arrive en Q2 et on joue carrément la pole position face à Marc Marquez
dans ces conditions, avec cette stratégie. En Q2, c'était un petit peu plus tendu si vous l'avez remarqué, parce qu'on a mis du temps à faire chauffer ces pneus médiums, un peu plus d'eau sur le circuit. Donc ça veut dire que les pneus fonctionnaient un petit peu moins bien au départ. Il fallait les faire monter en température et c'était très long car en plus il ne fallait pas prendre de risques, donc pas trop pousser d'un coup. Et c'est dans les derniers tours où vraiment les pneus médiums se sont révélés, le talent de Johann Zarco aussi, et on a pu avoir du grip, du feeling sur cette piste au Sachsenring. Et c'était magnifique, on passe vraiment pas loin d'une pole position pour le français. Malheureusement après, en sprint et en course principale, c'est compliqué pour tout le monde. Même si on est deuxième sur la grille de départ, les départs Johann Zarco, c'est pas facile. En plus en sprint, on dégringole totalement et on perd absolument tout. Et en course principale, on aura une petite chute pour le français. Johan Mir qui sera pris dans un accrochage et Luca Marini, un grand bravo parce que ce résultat-là, en revenant d'une fracture, d'une opération et en remontant pour la première fois sur une MotoGP, en ayant très peu roulé le vendredi pour s'économiser, le résultat est magnifique pour un sportif. Donc honnêtement, un grand bravo pour l'effort, Luca Marini, impressionnant. Et on passe à la suite, car voilà, Honda, j'ai pas beaucoup plus. Et c'est Yamaha la suite. Quelle performance de Fabio Quartararo ce week-end, impressionnant, le pilote français. Les résultats sont incroyables pour Yamaha ce week-end, que ce soit avec Fabio ou Jack Miller. Mais, car oui, il y a un gros mais, les résultats ne reflètent absolument pas la performance réelle de la moto. Et ça, on peut le voir dans toutes les déclarations, quel que soit le pilote de Oliveira à Fabio. Les déclarations ne sont pas bonnes concernant la performance réelle de la moto. On va essayer de parler d'un petit peu de tout ça. On commence bien sûr ce vendredi, c'est bien, on a des pilotes directement en Q2, on a le samedi qui est compliqué, mais la qualif se passe plutôt bien et on arrive au premier résultat incroyable du week-end pour Yamaha, la course sprint et Fabio Quartararo notamment. Quelle course parce que le départ est parfait, la prise de cette troisième position est parfaite, on s'en sort, on n'est pas dans les accrochages, on ne fait pas d'erreur. Et vous le savez, depuis le début de sa carrière, Fabio Quartararo et la pluie, cela ne fait pas forcément bon ménage, mais cette fois-ci, quelle réussite, quel pilotage. Quel pilotage dans ces conditions difficiles. Fabio Quartararo qui a été capable de prendre le bon départ, de résister ensuite et de gérer sa course. On vient finir sur le podium, cela faisait très longtemps que nous n'avions pas eu même un podium en sprint ou un podium tout court, et encore moins dans ce genre de conditions. Rien à dire sur le pilote français, cette course était parfaitement maîtrisée. Petit point aussi pour Jack Miller, important à dire. Et on passe le dimanche à la course principale. Le samedi, on avait un Oliveira qui était pas si loin du top 10, mais on manquait de quelques dixièmes par tour pour aller chercher vraiment quelques points et un bon résultat. Et le dimanche, c'est là que c'est intéressant parce que le résultat est tout aussi exceptionnel selon moi. 4e position sur 30 tours. Je n'aurais pas assez de doigts pour le faire, mais sur 30 tours, P4 pour une Yamaha, c'est fantastique. C'est fantastique quand on regarde les faits, ça l'est moins quand on regarde d'un peu plus près. 30 tours, 20 secondes. 30 tours, 20 secondes d'écart avec Marc Marquez, le vainqueur de cette course, P4. P4, c'est bien. 20 secondes d'écart, c'est une catastrophe et Fabio l'a dit, il est descendu de la moto et c'est la même chose. On manque d'électronique, on manque d'aéro, on manque de puissance moteur, on manque de grip, on manque de tout sur cette Yamaha. Même sur un petit circuit comme le Sachsenring qui demande beaucoup de train avant, un peu moins de vitesse de pointe, un peu moins de grosses accélérations. C'est plus un circuit fast and fluid. On va vraiment avoir de longues phases en appui, de virages rapides qui demandent beaucoup de vitesse de passage en courbe, moins de gros appuis sur les freinages et sur les accélérations. Malheureusement, malgré tout ça, la Yamaha ne performe toujours pas et c'est compliqué. Donc voilà. On a des points de travail très importants chez Yamaha. Est-ce que le V4 va pouvoir apporter quelque chose sur 2026 ou fin 2025? Est-ce qu'il faut vraiment tout changer? Est-ce qu'il faut s'adapter sur seulement quelques points? Trouver peut-être un point important, le châssis, l'aéro, l'électronique et se concentrer pour essayer d'homogénéiser tout ce package pour être bon sur tous les circuits? Je ne sais pas, je ne suis pas l'ingénieur, je ne sais pas ce qui se trame actuellement chez Yamaha. Est-ce que changer le moteur et l'infrastructure qui est autour, ça va fonctionner? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il va falloir trouver quelque chose car oui, le résultat est bon, mais la performance en elle-même ne l'est clairement pas. 20 secondes, encore une fois, on le rappelle, une vingtaine de secondes,
c'est catastrophique. Et en plus, on a eu la pression de Fermin Aldeguer à la fin, mais bien joué à Fabio. Honnêtement, encore une fois, un énorme week-end. Et bien joué à Jack Miller qui a su malgré tout être dans les points dans toutes les courses et rester sur ses roues. Passons à Ducati et bravo encore une fois Yamaha parce que le podium et la P4, c'est quand même pas rien, même si les conditions étaient un peu spécifiques. Comme toujours, nous terminons ce BRK par Ducati et la performance était un petit peu plus compliquée. J'y ai cru ce week-end. Je me suis dit enfin, Pedro Acosta est dans le coup avec sa KTM, Johann Zarco est dans le coup avec sa Honda, Fabio n'est pas très loin et Marco Bezzecchi est dans le coup depuis plusieurs semaines et vient même chercher parfois Marc Marquez. Mais calmons-nous, dimanche, ils ont tout remis au clair et on va parler d'un petit peu tout le monde. Didja, week-end un peu en retrait. Dans la course principale, j'y ai vraiment cru. Petite erreur comme Marco Bezzecchi dans le virage numéro 1. C'était un petit peu plus tôt pour Didja, un petit peu large, hors trajectoire. Un peu trop de frein, un peu trop d'angle sur une partie peut-être un petit peu sale du circuit et on part à la faute. Alors ce qui était compliqué sur ce circuit du Sachsenring le dimanche, c'est que le circuit a été lavé tout le samedi à cause de la pluie. Donc toute la gomme qui a pu être déposée depuis le vendredi matin a disparu. Le grip n'est plus présent, plus autant présent que le vendredi matin et donc on se retrouve sur une piste un petit peu glissante avec beaucoup moins de gomme posée sur le tarmac et il faut s'adapter, notamment dans ce virage numéro 1 où il y a un petit peu de relief, ça monte au freinage, ça redescend dans le virage, en fin de virage aussi, donc il faut faire très attention sur la phase de freinage et la mise en angle, mais voilà, plusieurs pilotes se sont fait piéger, dont Fabio Di Giannantonio. C'est dommage car la performance allait être très bonne, en tout cas ça avait l'air bien parti pour. Et de l'autre côté, Franco Morbidelli, là ça fait mal. Le crash est impressionnant, fait très peur. Morbidelli s'envole à plus de 150 km/h dans les graviers, ça roule, ça va très vite. La moto s'explose un peu plus loin. Heureusement, le pilote va bien, conscient, il pourra rerouler en MotoGP dans quelques semaines. Mais c'est vrai que la direction de l'hôpital, ça fait jamais plaisir, tout comme Maverick Viñales. Ensuite, on a chez Gresini Fermin Aldeguer qui se débrouille plutôt bien. Encore une fois, des petites difficultés sous la pluie dans les conditions difficiles. On a un Fermin qui se débrouille, mais qui est un petit peu en retrait. Mais ça, c'est l'adaptation qui va venir. Il faut de l'expérience dans ces conditions en MotoGP. Tout le monde n'est pas Marc Marquez ou Pedro Acosta qui en une ou deux saisons s'adapte très bien à la pluie malgré une moto difficile. Et Marquez, bon bah c'est encore mieux. Dans tous les cas, vous le savez, vous l'avez vu en 2013, champion du monde dès sa première année, l'adaptation. Il n'y a plus rien à dire. Mais dans tous les cas, Fermin, c'était pas mal. Alex Marquez, chapeau. Alex Marquez, honnêtement, chapeau. Parce que la performance en course sprint, oui, elle est un peu en dessous. La performance depuis le début de la saison, oui, depuis le début du week-end, elle est un petit peu en dessous. Dans les conditions difficiles, c'était difficile. Pour la première fois de la saison, on n'aura pas eu en course sprint à 1-2 Marquez. Marc Marquez a gagné, bien évidemment, mais Alex Marquez n'était pas sur le podium. Et en course principale, il fallait absolument rester sur ses roues. Et malgré une main gauche cassée qui s'est fait opérer il y a quelques jours, quelques semaines, même pas, Alex Marquez termine deuxième. Tout comme Luca Marini, la performance sportive, la performance humaine est incroyable. C'est un exploit de pouvoir faire ça. Bravo Alex Marquez, bravo Luca Marini qui reviennent tout fraîchement de blessures et qui sont capables de faire ce genre de résultats et ce genre d'efforts. C'est surhumain, c'est pour ça que ce sont les meilleurs sportifs du monde, des athlètes hors normes. Donc franchement, je n'ai rien à dire de plus du côté d'Alex Marquez. La course n'est pas si folle en soi, de la bonne gestion, de la bonne vitesse, du bon rythme. Mais voilà, deuxième, il fallait rester sur ses roues, fallait gérer avec cette main en difficulté. Et ça a été magnifiquement fait par le pilote espagnol. De l'autre côté, Francesco Bagnaia, je ne sais pas s'il faut en parler ou pas. J'en ai pas dans la vidéo, dans le dernier BRK. C'est la difficulté, ça va pas fort. On optimise les points avec cette P3. Honnêtement, mérité, pas mérité, je ne sais pas. La course sprint est cataclysmique. Bagnaia est pour l'instant resté sur le setup aéro de 2024 ou début 2025. Il n'a pas utilisé l'upgrade qui a été apporté dernièrement, contrairement à Marquez et à Didja. Je ne sais pas si c'est mieux, je ne sais pas si c'est pas mieux. Ça, c'est purement le feeling du pilote. Mais Marquez l'utilise et Marquez gagne une nouvelle fois au Sachsenring. Bravo, bravo parce que depuis le début du week-end, c'est de la performance qui est là, que ce soit le samedi sous la pluie, c'est la pole, c'est une course sprint, c'est le 4e week-end consécutif parfait de Marc Marquez,
pôle, sprint, course principale. Bravo, bravo, bravo. C'est difficile d'analyser la performance car là, on est sur un rythme métronome. Depuis le début, dès le départ, du premier au dernier tour, on enchaîne les chronos. Il n'y a pas une erreur, il n'y a pas un moment où on est large, il n'y a pas une frayeur. Donc voilà, la course sprint, mauvais départ, remontada. Là, il y a eu du spectacle. La course principale, gestion comme il sait le faire. Il sait tout faire finalement. Il sait absolument tout faire. Bon, passons à la Moto 2, Moto 3. C'est court sur Marc Marquez. J'en parle à tous les week-ends. Le génie, à un moment, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Il peut nous faire tout type de course. À chaque fois, ça fonctionne. Qu'il se rate, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau. J'ai l'impression que depuis ces quelques chutes de début de saison et cette adaptation à cette GP25, Marquez a trouvé son rythme. Ça va mieux et il gère absolument tout le temps maintenant. Et ça va être très difficile de détrôner Marquez. Peut-être à Brno parce que ça tourne à droite, mais je ne suis même pas sûr honnêtement. C'est la fin de ce Berka, nous allons terminer Moto 2, Moto 3, c'était plutôt pas mal. La Moto 3, quelle finale à 3. David Munoz, encore une fois, l'évolution de David Munoz cette saison, c'est positif. J'aime bien ce que je vois, on attend patiemment. Il y a toujours ces attaques très agressives, mais c'est mieux, on prend le temps d'analyser, on est un peu plus conscient de ce qu'on fait, j'ai l'impression chez David Munoz. L'aspect mental travaille et c'est beaucoup mieux. Et encore une fois, une victoire pour le pilote espagnol à domicile pour son écurie en plus, donc ça fait plaisir. Rueda qui va perdre 2 positions dans le dernier virage, le rookie Maximo qui laisse toujours dans les bons coups de la vitesse et Rueda qui accentue encore plus son avance au championnat du monde. La pénalité sur Alvaro Carpe, j'ai trouvé ça très sévère. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un Morbidelli qui pulvérise Viñales au Mugello, c'est la même pénalité que ce que Carpe a reçu en début de course ici en Allemagne. Honnêtement, je trouve que les deux cas ne sont pas du tout identiques, donc la pénalité devrait être beaucoup plus sévère d'un côté ou beaucoup moins sévère de l'autre, ça je ne sais pas. Et en Moto 2, course plutôt calme, même si on a eu de la belle bataille devant et on a eu aussi un accrochage Moreira-Alonso. Le retour de Moreira en piste est désastreux, c'est catastrophique honnêtement, il ne peut pas faire grand chose, je suis d'accord, mais vraiment que ça serve d'exemple à tout le monde parce que c'était hyper dangereux. Et puis, je tiens aussi à dire, belle victoire de Denis Onchou. Bravo, bravo Denis, bravo Barry Baltus qui encore une fois nous fait une course très complète. Et un bravo à Manuel Gonzalez qui à chaque fois, j'ai l'impression, les débuts de course sont compliqués. Mais quelle que soit la situation, il est capable de revenir dans ce top 5, d'aller même chercher les podiums et ainsi de suite. Donc Manuel Gonzalez, c'est les champions du monde à la fin de l'année. C'est mérité, la régularité, elle est là. Et il est capable vraiment d'aller chercher des bons résultats, même quand le week-end est difficile, quand la course se passe mal, Manuel Gonzalez est capable. Voilà, il est capable, je ne sais pas comment il fait, mais il est capable d'aller chercher les dépassements, de se recentrer mentalement, je pense, et de se dire, ok, on n'est pas premier, c'est pas grave, on va aller grappiller un petit peu par-ci par-là, et au final, on finit avec des top résultats par Manuel Gonzalez, Jack Dixon qui prend son podium aussi. Voilà, allez voir les courses, c'était sympa, pas les meilleures de l'année, comme la MotoGP, c'était sympa, pas la meilleure de l'année. Mais voilà, merci d'avoir regardé, c'était Théo, ciao, ciao.